merci Céline pour ces très belles paroles. Merci à tous d'être là. C'est un grand plaisir de se retrouver 6 ans après sur ce vieux pupitre qu'on avait fabriqué en palette pour la création de Vega il y a 6 ans. On ne savait pas trop dans quoi on s'engageait. On ne savait pas trop, même si on irait aux élections à l'époque, on y est allé, on y a gagné un siège. On a expérimenté une mandature complète et nous voilà à présent, plus nombreux, plus forts, beaucoup plus forts que ceux que nous étions il y a 6 ans, avec l'ambition de peser désormais sur la vie de notre cité. Néanmoins, cette ambition, elle doit s'appuyer sur une justification. Beaucoup de gens nous disent « Oui, mais Vega, c'est bien Vega. Oui, vous avez fait du bon travail au conseil communal. C'est vrai, on vous le reconnaît, vous êtes travailleur. C'est vrai que vous avez un beau programme. Mais enfin, à quoi ça sert, Vega? Il y a déjà beaucoup de partis là, qui sont là. Vous ne pouviez pas vous retrouver dans un qui sont là? Nous avons le devoir de répondre à cette question, absolument. Nous devons démontrer en quoi Vega est nécessaire aujourd'hui. C'est la condition de notre participation aux élections. Parce que Vega est nécessaire. Vega est nécessaire pour une raison très simple. Vega, dans l'espace liégeois, est aujourd'hui la seule organisation qui propose la synthèse indispensable entre la dimension de l'écologie et la dimension de l'égalité. Tout le monde s'en rend compte désormais, et à plus forte raison après l'été que nous venons de vivre. La question climatique est la question du XXIe siècle. Tout simplement, si nous n'affrontons pas cette question avec toute la détermination requise, nos petits-enfants vivront en enfer. Et ce n'est pas une façon de parler. Nos petits-enfants vivront sur une terre invivable et nous le savons désormais. Cette question climatique aujourd'hui, elle détermine à peu près tout. Vous savez, vous voyez comme moi que la politique européenne est aujourd'hui dictée par une montée de l'extrême droite qui s'alimente sur la question de la migration. Nous devons être tout à fait clairs, les migrations sont consubstantielles au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique organisé par le mode de vie occidental et le mode de production capitaliste est en train de rendre invivable une partie de la planète. La partie de la planète où vivent la partie la plus pauvre de la population humaine. Bien entendu que ces gens vont essayer de survivre, c'est bien la moindre des choses. Nous sommes en train de rendre leur lieu de vie invivable, et il faudrait quoi en plus qu'ils meurent sur place là-bas? Bien sûr que les migrations vont avoir lieu. Et ces migrations, bien sûr, elles vont bouleverser beaucoup de choses, à un stade bien plus élevé que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et nous n'avons pas le choix. C'est notre devoir d'être humain, de gérer ce problème et de le gérer le plus humainement possible. Et l'alternative devant laquelle nous sommes aujourd'hui, sur le plan climatique, c'est soit de continuer à laisser faire. Nous n'avons certes qu'un petit bout de responsabilité et qu'un petit bout des leviers pour changer ça, et ce laisser faire conduit à la fin de l'humanité d'ici la fin du siècle. Ou bien nous pouvons essayer de redresser la barre, et dans ce cas-là, nous aurons juste à gérer une immense catastrophe, enfin nous, les générations qui nous suivent. Cette prise de conscience de ce problème climatique, aujourd'hui, elle semble toucher très peu les partis traditionnels, qui continuent à fonctionner sur un logiciel économique, sur un logiciel spatial, sur une réflexion territoriale qui date du XXe siècle. On continue à penser le territoire comme extensible, on continue à construire des villas 4 façades en banlieue, et il se trouve des responsables politiques de tous les partis pour trouver les justifications injustifiables qui permettent de continuer cette folie qui entraîne notre dépendance à la voiture, cette folie qui entraîne l'urbanisation des terres agricoles, etc. Un seul parti, en fait, dans le paysage aujourd'hui, a pris cette question au sérieux, à part Vega, c'est Écolo. Nous devons expliquer pourquoi nous ne sommes pas avec Écolo. C'est important. Écolo, aujourd'hui, effectivement, parle du réchauffement climatique. Mais le problème, c'est que, je vous l'ai montré, ce réchauffement climatique ne sera gérable que dans l'égalité. Si on pense pouvoir gérer les conséquences du réchauffement climatique, je parle aussi bien des conséquences globales que des conséquences locales qui seront tout aussi importantes, on va devoir tout changer.
l'énergie, la mobilité, la façon de vivre, si on pense pouvoir gérer ça dans le système inégalitaire actuel, on se fourre le doigt dans l'œil complètement. Parce que les classes populaires ne sont tout simplement pas armées aujourd'hui pour ça. La seule manière d'affronter le réchauffement climatique, la seule manière d'affronter le défi environnemental aujourd'hui, qui est l'enjeu de ce siècle, c'est de parallèlement remettre en cause profondément le mode de production économique, de mettre en cause profondément les inégalités qui aujourd'hui structurent complètement notre société. Et là, Écolo n'est pas présent. Je lis simplement les interviews récentes de Zakia Khattabi, présidente d'Écolo, censée incarner l'aile gauche de ce parti. Que déclare-t-elle? Elle déclare par exemple que Écolo refuse tous les monopoles. Écolo est pour une vision économique où les monopoles, qu'ils soient privés ou publics, sont mauvais. Ah bon? Ah bon? Le chemin de fer? Le monopole du chemin de fer? Le service public du chemin de fer? On va l'abolir selon Écolo? La poste? Les services publics? C'est ça? C'est ça l'idée d'Écolo? Autre exemple. Zakia Khattabi s'extasie sur une mesure du gouvernement fédéral, c'est la défiscalisation du premier emploi. Qu'est-ce à dire? La défiscalisation du premier emploi par entreprise, c'est le détricotage le plus massif qu'on ait vu depuis 20 ans de ce principe fondamental de la solidarité qu'est la sécurité sociale. C'est cette idée qui consiste à dire que les cotisations sociales, finalement, on peut s'en passer, elles n'ont pas tellement d'importance. Et c'est le début d'un processus d'atomisation, ou la poursuite plutôt d'un processus d'atomisation du travail, qui mène effectivement à un tissu économique composé de microstructures, lesquelles vont s'extraire les unes après les autres, au gré de diverses législations, de leurs obligations les plus élémentaires vis-à-vis de leurs propres travailleurs, c'est celui de contribuer à la cotisation sociale, c'est-à-dire à la sécurité sociale, c'est-à-dire à notre salaire indirect à tous, c'est-à-dire à la base de l'égalité, à la base de nos droits sociaux les plus fondamentaux. Je pourrais faire beaucoup plus long, mais sur ces questions fondamentales qui aujourd'hui sont celles du social, Écolo n'est pas au rendez-vous. Écolo n'est pas au rendez-vous sur les services publics. Écolo n'est pas au rendez-vous sur la sécurité sociale. Et d'ailleurs, Écolo, quand on l'interroge, refuse d'exclure des alliances avec la droite. C'est très, très amusant. La RTBF faisait un sujet pas plus tard qu'hier et avait très bien compris le sujet. Et Écolo ne parvient pas à dire simplement « nous avons un projet clair et ce projet est ancré à gauche ». Ben Vega, si. Chez Vega, nous avons une conception claire et nous sommes aujourd'hui les seuls, dis-je, qui opérons cette synthèse entre l'héritage de nos pères, de nos grands-pères ouvriers qui ont forgé la sécurité sociale, qui ont posé les bases d'un modèle social belge qui est encore à bien des égards extrêmement protecteur, et cette prise de conscience de l'écologie qui est aujourd'hui vitale pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Voilà déjà, je pense, une démonstration suffisante de notre nécessité dans le paysage. Ça n'est pas la seule. Sur cette question écologique, tout le monde voit bien que la question urbaine est au centre du jeu. Nous avons besoin aujourd'hui, la question écologique est une question territoriale. Nous ne parviendrons pas à penser la question écologique si nous continuons à déstructurer le territoire comme nous le faisons aujourd'hui, c'est-à-dire si nous continuons à tuer nos villes. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. L'entièreté du système belge est un système qui éprouve les citadins et qui les pousse à l'exode vers des campagnes dites vertes, mais qui dans les faits sont de moins en moins. On pourrait dire que les deux mamelles du système belge sont Batibo et le salon de l'auto. Et bien voilà. Et face à cela, Vega apporte des réponses plus substantielles qu'aucune autre formation à Liège. Sur la question territoriale, nous apportons des propositions, une vue d'ensemble. Tout le monde le reconnaît d'ailleurs. Sur la question du transport en commun, sur la question de l'aménagement de la ville, sur la question des espaces verts. C'est nous qui sommes en pointe. C'est nous qui aujourd'hui amenons des solutions. Le Riponnet, qui a fait avancer l'idée du pari du Riponnet? Nous. Dois-je rappeler ce qu'Écolo disait sur le Riponnet en 2012? En 2012, Écolo distribuait un tract dans les rues de Chênay qui promouvait l'idée de faire un écoquartier sur le site du Riponnet, parce qu'un de ses élus était lié à ce projet, probablement. Et puis voilà, il se trouve que la situation politique a changé, et donc la vie d'Écolo a changé aussi. Notez, c'est quelque chose d'assez fréquent. Quand on regarde aujourd'hui les responsables principaux d'Écolo à Liège, ce sont des gens qui avaient des convictions tout à fait différentes sur une question aussi essentielle, par exemple, que le traité budgétaire européen. Donc je vous rappelle qu'Écolo a voté
ce texte absolument régressiste il y a quelques années quand il était en majorité à la région. Et tous les petits cadres d'écolo, alignés comme un seul homme, validaient ce choix de voter ce traité budgétaire. Et bien aujourd'hui, écoutez-les, entendez-les, tous, là. Et bien ils sont tous contre. Tous, ils trouvent que vraiment, c'était pas une bonne idée de voter le traité budgétaire. Ont-ils expliqué pourquoi ils ont changé d'avis? Non. C'est pas nécessaire, on le sait bien. C'est parce que l'opinion elle-même a changé d'avis. Pouvons-nous faire confiance à des gens dont l'opinion est dictée par celle qui prévaut dans l'espace public et n'est pas fondée sur une analyse rationnelle, sur une analyse solide, établie, et surtout contraire aux éléments, capable de résister à la force des choses, au vent hostile du néolibéralisme? Je ne le crois pas. Disons quand même un mot de ce qui se passe au niveau de la métropole. Ce sujet est devenu un slogan. Tout le monde parle de la métropole, mais en fait on ne veut pas du tout dire la même chose. La métropole, ça peut vouloir dire beaucoup de projets différents. Il y a la métropole qui est un projet économique, un projet qui consiste à organiser la concurrence entre les grandes villes dans un réseau européen qui verrait toute cité qui ne serait pas métropole évincée de ce jeu de la concurrence. Au demeurant, c'est une analyse assez mal fondée parce qu'on se rend compte que les petites villes ont souvent un destin plutôt plus favorable à celle des grandes dans le jeu européen, aussi bien aujourd'hui que historiquement. Nous, on parle aussi de métropole. Et on parle de métropole pour une raison fondamentale, c'est qu'on pense qu'aujourd'hui, les grandes questions qui touchent notre avenir commun, la question de la mobilité, du transport public, la question de tous les réseaux d'assainissement, d'eau, d'énergie, la question des hôpitaux, ces grandes questions qui aujourd'hui s'organisent au niveau d'un bassin de vie, elles doivent faire l'objet d'une délibération démocratique. Elles doivent être discutées dans un organe qui délibère publiquement, qui rend compte aux citoyens des orientations qui sont prises. Aujourd'hui, ces compétences sont largement gérées par les intercommunales. On attend tout le monde sur les intercommunales. Après le scandale Publifin, il s'agit de dire ce qu'on va faire des intercommunales. Les intercommunales ne sont pas un si mauvais modèle. Elles ont plutôt bien fonctionné, elles fonctionnent plutôt bien. Mais les intercommunales ont un gros problème, c'est qu'elles délibèrent de façon non publique. Nous ne savons pas ce qui se passe dans les intercommunales. Nous n'avons pas la possibilité d'assister aux délibérations. Et partant, elles ont tendance à devenir des lieux de pure gestion et plus des lieux de délibération politique. Je prends un exemple, la politique de l'eau. Qu'y a-t-il de plus fondamental que l'eau? Céline nous parlait des besoins essentiels. Voilà un besoin qui arrive assez haut dans la hiérarchie. En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas en vertu de quoi les choix sont posés. C'est très difficile de comprendre. Un débat public serait sans doute utile sur cette question. Comment gère-t-on l'eau? L'eau potable, aujourd'hui, dans l'agglomération de Liège? Quelles sont les priorités? Comment fait-on pour investir dans ce réseau qui a tendance à vieillir, etc. Pour répondre à ça, Vega dit qu'il faut une métropole, mais il faut une métropole qui soit un lieu démocratique. Il faut une métropole qui soit un lieu de décision collective sur ce que la ville devient, parce que la ville, à Liège, c'est le Grand Liège, c'est 500 000 habitants. Et le sens du slogan de la campagne que nous lançons aujourd'hui, c'est aussi celui-là. Liège en commun, ça veut dire aussi ça. Ça veut dire aussi que ce Liège n'est pas limité aux 200 000 habitants de la ville de Liège. Liège, c'est une réalité urbaine de 500 000, 600 000 habitants. Voilà, ça c'est pourquoi Vega est nécessaire. La deuxième question, je pense, à laquelle nous avons à répondre, c'est avec qui nous allons construire ce projet qui s'ébauche. Parce que, bon, avoir raison c'est bien, mais avoir raison avec d'autres, c'est beaucoup mieux. On a beaucoup d'alliés à trouver. Et il faut bien reconnaître ce qui est. Aujourd'hui, Vega dispose d'une notoriété trop faible. C'est d'ailleurs tout ce qui ressort quand on a quelques échos des enquêtes d'opinion qui sont faites. Vega dispose d'un taux d'appréciation très élevé. Les gens qui nous connaissent trouvent plutôt qu'on fait du bon travail et ont plutôt tendance à nous considérer comme des gens sérieux et fiables. Mais beaucoup de gens ne nous connaissent pas. Voilà, c'est sans doute inhérent à notre organisation même. Nous sommes organisés au niveau local. Nous ne bénéficions donc pas de la visibilité médiatique dont bénéficient les partis nationaux. Voilà, tous les partis politiques font ce week-end leur rentrée politique. Il y a des caméras partout, mais pas chez nous. Les caméras de télévision n'estiment pas utile de venir dans un endroit comme ceci parce que nous ne sommes qu'un parti local. À quoi bon s'intéresser à ce qu'un parti local peut bien dire? Alors il va falloir compenser.
Il va falloir compenser ce déficit concurrentiel par notre créativité, notre inventivité et surtout par des alliances à nouer avec les usagers de la ville, avec toute une série d'acteurs qui au quotidien partagent avec nous une analyse d'un vécu. Je prends quelques exemples. Nous devons nous adresser aux parents d'élèves. Ils savent bien, eux, à quel point la question des cantines scolaires est importante. Ils s'en tracassent. Ils voient leurs enfants raconter ce qu'ils ont mangé à midi. Ils savent l'état dans lequel sont les toilettes des établissements scolaires aujourd'hui. Ces parents d'élèves, nous devons leur adresser un message audible, nous devons en faire d'eux des alliés. Je pense aux soignants. Ils sont très nombreux. Infirmières, médecins, kinés. Beaucoup de gens aujourd'hui sont occupés professionnellement, notamment dans notre ville, par ce beau métier du soin à l'autre. Ils sont sans doute plus que d'autres conscients de la nécessité aujourd'hui d'affronter structurellement la question de la santé, c'est-à-dire la question de la santé environnementale. Nous apprenons là, dans un rapport tout récent de l'OCDE, que l'espérance de vie en Belgique est désormais en baisse. C'est plus l'espérance de vie en bonne santé, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie est en baisse en Belgique. Pourquoi? En bonne partie à cause des facteurs environnementaux. Je parle ici de la pollution de l'air, je parle ici des pesticides et de bien d'autres choses. Une fois de plus, qui s'intéresse de façon sérieuse à cette question dans la sphère liégeoise? Vega, au premier lieu. Qui a été en mesure d'obtenir des avancées sur cette question des pesticides? Vega. Qui est-ce qui fait des propositions sans concession sur la question de la pollution de l'air? Vega. Nous devons encore nous adresser aux militants syndicaux. Ils sont nombreux aussi dans notre ville, et ils ont beaucoup de mérite, parce qu'aujourd'hui, le commentaire public ne dit pas beaucoup de bien de l'action syndicale, alors pourtant qu'elle a joué un rôle tellement important dans la fondation du modèle social dont je parlais tout à l'heure. Les militants syndicaux, aujourd'hui, ils sont encore pour beaucoup dans des structures qui n'ont pas renouvelé leur logiciel, qui n'ont pas encore intégré cette question de l'enjeu environnemental et de l'enjeu climatique. Nous devons leur tendre la main, nous devons travailler avec eux. Nous devons leur montrer qu'aujourd'hui, la véritable alternative sociale, c'est nous qui la portons. C'est nous aujourd'hui, non pas ceux qui hurlent sans vouloir faire autre chose que hurler, non pas ceux qui sont engoncés dans le modèle du XXe siècle, le modèle économique du XXe siècle et qui y resteront. C'est nous qui sommes aujourd'hui les meilleurs alliés des militants syndicaux. Nous devons bien sûr nous adresser aux usagers du transport public. Alors, les usagers du transport public à Liège, il y en a de deux sortes. Il y a la grande majorité, ce sont ce que les urbanistes appellent les captifs, les gens qui n'ont pas d'autre solution. Soit qu'ils n'aient pas d'argent, soit qu'ils n'aient pas l'âge, soit que, pour une raison ou une autre, ils ne soient pas en mesure de se déplacer autrement qu'en transport en commun. Beaucoup d'usagers du transport en commun ne rêvent que d'une chose, c'est de fuir le transport en commun. Parce que l'expérience quotidienne du transport en commun est catastrophique. À Liège, utiliser le transport en commun, en particulier aux heures de pointe, c'est attendre longtemps sous la pluie, c'est voir des bus remplis qui vous passent sous le nez. C'est simplement faire l'expérience d'un réseau qui est gravement insuffisant par rapport aux besoins d'une grande ville. Et on peut aujourd'hui comparer la réalité de Liège à celle de n'importe quelle grande ville de même taille en Europe occidentale. Nous sommes une des pires en termes d'offres de transport en commun. De nouveau, il n'y a pas de fatalité. Il y a peut-être quelque chose qui s'appelle le todibonisme, qui a beaucoup joué à Liège. Le todibonisme, vous savez ce que c'est. C'est todibon assis. C'est cette complaisance du pouvoir vis-à-vis de lui-même, qui tellement souvent se satisfait de peu. Ah, on a fait un plan, c'est très bien. Et puis on va faire un tram. Mais on va faire un tram, est-ce qu'on va faire un réseau? Est-ce qu'on va inclure ce tram dans une vision d'ensemble pour la prochaine génération? Est-ce qu'on va l'articuler au réseau de transport ferroviaire? Non, surtout pas. On va faire un tram. C'est déjà pas mal. Et encore, pas trop vite, s'il vous plaît. Voilà. Nous nous adressons aussi aux artistes, à tous les créateurs, qui aujourd'hui sont nombreux à Liège. Liège est une ville incroyablement riche de gens qui créent dans de multiples domaines. Les arts plastiques, le cinéma, le théâtre, la musique, et bien d'autres. Aujourd'hui, être artiste à Liège, c'est le plus souvent être pauvre. Les artistes, peu d'entre eux parviennent à rester à Liège tout en vivant correctement de leur art. Certains s'exilent.
et puis beaucoup se font une raison, survivent comme ils le peuvent, prennent un petit métier sur le côté. Est-ce que c'est une fatalité? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que nous avons un gros travail à faire sur la politique de promotion des arts. Nous avons un gros travail à faire de reconnaissance aujourd'hui de ce milieu artistique liégeois qui existe. Je dis aux écologistes que Vega aujourd'hui est l'organisation qui les défend le mieux. Sur les grands enjeux de l'écologie, c'est Vega qui a marqué le point. Vega et personne d'autre. Qui est-ce qui a obtenu que le Conseil communal, pour la première fois, se prononce pour la fermeture immédiate de Tihange 2 et de Doel 3, ces réacteurs dangereux qui terrifient aujourd'hui non seulement la Belgique, mais les régions voisines? C'est Vega. Je dis aux partisans du socialisme que le socialisme n'est pas un parti. Le socialisme est une idée qui a été bien trop dévoyée par des gens qui, en s'en réclamant, se sont permis tout et n'importe quoi. Et cette idée, nous y sommes fidèles à Vega. Je dis aux abstentionnistes que nous proposons aujourd'hui quelque chose qui répond à la plupart de leurs objections. Nous ne croyons pas à l'abstention. Nous croyons que l'abstention est un projet de renoncement. Mais nous comprenons l'énorme dégoût, l'énorme insatisfaction qui a saisi beaucoup de nos concitoyens, au point qu'au dernier scrutin, plus de 25% des électeurs se sont abstenus d'exprimer un vote, que ce soit par un vote blanc, par un vote nul, ou simplement par la désertion des urnes. Aux abstentionnistes, nous disons très simplement que nous proposons aujourd'hui quelque chose qui mérite d'être tenté et que nous n'abuserons pas de leur vote. Nous ne nous en réclamerons pas en disant qu'ils ont signé un blanc-seing à Vega. Non, non. Aux abstentionnistes, nous disons si votre vote a peu de valeur, eh bien tentez de le mettre sur Vega. Tentez ça, essayez. Nous, on ne dira pas que vous avez souscrit à tout ce qu'on allait faire. On ne dira pas ça. Nous, simplement, on essayera, sur base de cette force que vous nous aurez donnée, de construire quelque chose. Alors, je vais en terminer avec la question du rôle de Vega. Vega est indispensable. Vega identifie des alliés. Eh bien, qu'allons-nous faire maintenant? Dans l'immédiat, nous allons peser. Nous allons gagner les élections qui viennent. Nous allons faire 7 000, 8 000, 10 000 voix peut-être. Et nous allons obtenir un groupe au Conseil communal de façon à démultiplier la parole qui a été portée ces 6 dernières années. Malgré le statisme du commentaire médiatique qui semble calqué sur la clé d'Hondt. Vous savez, cette clé d'Hondt qui réglemente toute la vie politique belge, on dirait qu'elle réglemente aussi le fonctionnement des médias. Les médias donnent du poids à ceux qui en ont déjà. C'est comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a un journaliste dans la salle? Bah, non. C'est pas grave, on va faire sans. On va faire sans, vous verrez. Vous avez vu ce qu'on a fait avec un siège au Conseil communal de Liège pendant 6 ans. Ben, posez-vous la question, que ferons-nous avec 3, 4 ou 5 sièges pendant les 6 ans qui viennent? Est-ce que vous préférez que les 2, 3, 4 sièges qui nous manquent viennent chez Vega, fonctionnent comme ils ont fonctionné, comme nous avons fonctionné ces 6 dernières années, ou restent dans des partis où certains des élus passent leur temps à attendre que ça se passe dans le fond de la salle? Il me semble que c'est clair. Ça, c'est pour l'immédiat. Pour l'avenir, ce sera plus compliqué. Au-delà du 14 octobre, il y a un océan qui s'ouvre. Et nous allons devoir inventer, les amis, et nous allons devoir inventer une organisation. Ce qu'on n'a pas fait la dernière fois, c'était sans doute une erreur. La dernière fois, on avait créé, dans l'émulsion d'un enthousiasme, d'une mobilisation affinitaire de gens qui se sont réunis et qui ont dit « Allez, on va y aller, on va mettre quelques idées à l'ordre du jour ». C'est ça qui s'est passé en 2012. Beaucoup de gens ne croyaient même pas qu'on allait mettre un siège. Ben, on l'a mis, mais assumer derrière a été difficile. Hein. Vous l'avez tous vu. Cette fois-ci, on est prévenu. Cette fois-ci, on anticipe. Cette fois-ci, on va construire. On va construire sans fétichisme et sans angélisme. Sans fétichisme, ça veut dire qu'on ne va jamais considérer notre propre existence comme un but en soi. Vega est un outil, on doit toujours être ouvert à tous les possibles. Sans angélisme, ça veut dire qu'on est conscient que notre présence dans le jeu aujourd'hui, elle dérange beaucoup de gens et qu'on ne va pas leur faire le plaisir de se saborder juste pour leurs beaux yeux. Il va falloir structurer, il va falloir transmettre, il va falloir s'éduquer, tous autant que nous sommes. Je dois dire que je suis impressionné par cette journée aujourd'hui qui a été, bon, vous l'avez bien vu, un peu improvisée en quelques semaines. Et bien, malgré ça, le contenu de ces ateliers était formidable. Et je pense que beaucoup de gens ici ont pris beaucoup de notes, ont appris beaucoup de choses. Moi-même, j'ai entendu vraiment plein de choses intéressantes. Ben, on va devoir faire ça plus souvent. On va devoir se réunir plus souvent pour faire ce travail de transmission, ce travail fondamental de la gauche qui est
le travail d'éducation culturelle. Parce que le combat, avant d'être politique, avant d'être institutionnel, il est éducatif, il est culturel, il est en nous. On ne peut pas dire un mot, en terminant, on ne peut pas ne pas dire un mot sur l'état de la gauche aujourd'hui, en Europe, qui pose question. Où est-ce qu'elle est, la gauche? Qu'est-ce qu'elle devient? On ne sait pas trop. Il va falloir, par rapport à ça, avoir une certaine disponibilité. On va devoir être à l'écoute. On va devoir regarder ce qui se fait, sans trop se précipiter. Mais la gauche va devoir se reconfigurer, c'est nécessaire. C'est une nécessité historique. Et on va devoir soutenir cette recomposition de la gauche. On ne sait pas à quoi elle va ressembler, mais ça va arriver. Vous avez bien vu ce qui s'est passé en Grèce, vous avez vu ce qui s'est passé en Italie, vous avez vu ce qui s'est passé en France, en Espagne, etc. Ces mouvements ne suscitent pas nécessairement que de l'enthousiasme, loin de là. La situation italienne particulièrement est plus qu'inquiétante, et le bilan de l'expérience grecque nous laisse bien amers. Néanmoins, il y a des choses qui bougent. Et Vega, petit fétu, petite coque de noix sur le grand océan de la gauche européenne, va devoir modestement jouer un rôle dans ce cadre. Voilà, j'en termine là en vous disant que la campagne débute maintenant. Nous avons ces magnifiques affiches qui ont été produites par l'énergie collective. Ces affiches, elles disent bien ce qu'on est. Elles disent un collectif, elles disent un projet qui est au centre du jeu. Elles rompent, je pense, assez fortement avec l'image qui est celle des autres partis. Et voilà, les amis, il va falloir se battre, il va falloir aller chercher une par une ces 7000 voix dont nous avons besoin. 7000 voix, c'est notre socle pour aller faire les 3 sièges qui nous permettront de peser sur la prochaine législature. 7000 voix, il va falloir aller les chercher une par une, en sonnant aux portes, en parlant à nos concitoyens, en convainquant partout où nous sommes. Mais je pense qu'on peut le faire. Je pense que le collectif qui est réuni ici a cette force. Et donc je vous donne rendez-vous à bien des occasions, mais surtout le 14 octobre au soir pour fêter la victoire, parce qu'elle sera belle. Merci à vous.